Ouais, j'ai tenté un nouveau style d'intro, je me disais que c'était pas mal. Bonjour les padawans de la physique, Obi-Wan pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond à Charlie Brown et on voit ce qui s'est passé sur les centrales nucléaires de Saint-Laurent-des-Eaux. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, quand on pense accident nucléaire majeur, on se focalise presque systématiquement sur certains noms emblématiques. Moi le premier d'ailleurs, il suffit juste de regarder les vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Tchernobyl incarne la catastrophe absolue, Fukushima symbolise la vulnérabilité face aux événements naturels, et Three Mile Island, lui, il symbolise un accident grave qu'on a réussi à maîtriser. Ce prisme donne une vision tronquée de l'histoire réelle du nucléaire. Il fait oublier que les retours d'expérience les plus structurants pour la sûreté nucléaire ont eu lieu dans des pays qu'on ne soupçonne même pas, et surtout qui n'ont eu aucune conséquence sanitaire majeure. Les accidents survenus à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux s'inscrivent dans cette catégorie. Ils ne sont ni anecdotiques, ni comparables à de grandes catastrophes, mais ils constituent un point charnière dans l'évolution du nucléaire français. La centrale de Saint-Laurent-des-Eaux est implantée au bord de Loire. Vous le savez certainement, mais une centrale nucléaire a besoin d'un point froid. Là, en l'occurrence, la Loire va nous servir de point froid. C'est pour ça que cette centrale est implantée là. Les deux réacteurs A1 et A2 sont mis en service respectivement en 1969 et en 1971. Et ils appartiennent à la filière qu'on appelle UNGG, Uranium Naturel Graphite Gaz. Et d'ailleurs, on en a déjà parlé sur la chaîne, dans cette vidéo. Cette filière n'est pas un choix par défaut ou une improvisation, mais le résultat d'une stratégie politique et industrielle mûrement réfléchie. Dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, la France cherche à reconstruire son appareil industriel, mais tout en affirmant son indépendance stratégique. Le nucléaire, qu'il soit civil ou militaire, est vu comme un levier majeur de souveraineté. C'est dans ce contexte que la France va décider de construire ses premiers réacteurs UNGG. Sur le plan théorique, la filière UNGG est robuste. Sur le plan pratique, elle se révèle extrêmement exigeante. Je ne vais pas expliquer tout dans le détail ce qu'est un réacteur UNGG, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a déjà vu sur la chaîne, mais comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver pour la première fois ici, on va quand même revoir les bases. Un réacteur UNGG, c'est avant tout un réacteur à neutrons thermiques, à neutrons ralentis. En fait, son principe de base, c'est le même que les réacteurs qu'on utilise actuellement en France, la fission nucléaire. La fission nucléaire, on l'a déjà vu plein de fois, mais reprenons, c'est quand un noyau d'uranium-235 absorbe un neutron. Le fait de l'absorber, ça va le rendre instable. Cette instabilité va se traduire par la formation de 2 nouveaux noyaux et de 2 à 3 neutrons. Et bien sûr, ce qui va nous intéresser surtout, ça va créer beaucoup d'énergie. Cette énergie vient de ce qu'on appelle le défaut de masse. Et oui, parce que si on pèse ce qu'il y avait avant la fission et qu'on fait ensuite la même chose avec ce qu'il y a après la fission, eh bien on a perdu de la masse. C'est moins lourd après qu'avant, alors qu'on a exactement le même nombre de particules après et avant. Si on applique la fameuse relation qu'Albert Einstein a trouvée, à savoir E égale mc2, on va retrouver la valeur de l'énergie produite par ce défaut de masse. Tout simplement dans la formule E, ça va être égal à l'énergie qui va être produite, m, ça va être la masse qu'on a perdue, et c, c'est la vitesse de la lumière dans le vide au carré. La vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante, donc si on la multiplie par elle-même, ça sera toujours une constante. Donc on voit que la masse et l'énergie sont équivalentes. Cette énergie créée par la fission va donc nous permettre de créer de la chaleur. Cette chaleur est récupérée par un fluide caloporteur, donc qui va prendre les calories pour les amener vers un échangeur, afin d'échanger encore les calories vers un deuxième circuit pour faire rentrer de l'eau en ébullition. On va créer de la vapeur grâce à ça. Cette vapeur est ensuite dirigée vers des turbines qui sont accouplées à des alternateurs, et donc les alternateurs, ils vont produire de l'électricité. L'électricité qu'on retrouvera sur notre réseau électrique. Et là où les réacteurs UNGG se distinguent radicalement des réacteurs qu'on connaît qui sont dans notre parc actuel, c'est dans les choix technologiques faits pour atteindre ce résultat. La première particularité majeure, c'est le combustible. Les réacteurs UNGG utilisent de l'uranium naturel, de l'uranium qui n'a pas été enrichi. Celui qu'on trouve dans la nature en fait. Il contient environ 0,7% d'uranium-235. Vous savez, c'est celui que je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui est fissile. Et en fait, les 99,3% restants, c'est l'uranium-238, qui lui ne l'est pas fissile. On ne peut pas faire des fissions directement avec. Et on voit bien que 0,7%, c'est très peu. Dans les réacteurs actuels, on enrichit pour augmenter cette proportion. Pourquoi ? Parce que dans leur cuve, actuellement, il y a de l'eau légère. Et cette eau a la capacité à absorber des neutrons. Si j'ai moins de neutrons, je vais pas avoir assez de fission pour pouvoir entretenir ma réaction en chaîne. Mais dans les années 50, la France, elle ne sait pas encore enrichir son combustible. Il va donc falloir faire avec de l'uranium naturel. Donc, sans eau. Et c'est là qu'intervient le graphite. Le graphite ici joue le rôle de modérateur. Lorsque des neutrons sont produits par les fissions,
ils sont rapides. Trop rapides pour provoquer assez de fission dans le combustible. Mais le graphite, ça va être son rôle, de ralentir les neutrons. En fait, les neutrons vont faire des chocs successifs avec les atomes de carbone qui composent le graphite. Choc après choc, ça va les ralentir de plus en plus. Et donc, si on associe ce ralentissement fait par chocs successifs avec le faible pouvoir absorbant du graphite, eh bien, on peut utiliser de l'uranium naturel. Mais évidemment, cette efficacité a un prix. Il faut énormément de graphite. Un réacteur UNGG est donc une gigantesque pile de blocs de graphite. C'est d'ailleurs de là que vient son surnom, la pile. Donc quand vous entendrez parler de pile atomique, vous saurez que ça vient du fait que c'est un empilement. Ces blocs de graphite vont être percés de manière horizontale. Du moins pour les 3 premiers réacteurs, ceux qui vont permettre de créer du plutonium pour le côté militaire du nucléaire. Mais à partir du 4e réacteur, on va faire des perçages verticaux. Dans certains de ces canaux, on va insérer forcément du combustible, de l'uranium naturel. Et dans d'autres, on va placer ce qu'on appelle les barres de contrôle. Et ensuite, dans tout ça, on fait circuler du gaz. Plus précisément du dioxyde de carbone. Le CO2 est utilisé comme fluide caloporteur. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est lui qui va récupérer la chaleur des fissions pour l'emmener vers un autre échangeur pour faire bouillir de l'eau. Le choix du gaz peut sembler étrange aujourd'hui, mais il a plusieurs avantages. Le CO2 est chimiquement stable. En plus, il absorbe peu les neutrons. Et il peut fonctionner à très haute température. Lui, il risque pas de bouillir. Il est déjà à l'état gazeux. Par contre, évidemment, vous doutez bien, il va y avoir un prix à payer. Il transporte moins bien la chaleur que l'eau. Pour compenser, il va falloir donc un débit très important. Et donc une installation massive. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes des réacteurs UNGG, c'est la capacité à changer du combustible en fonctionnement. Contrairement aux réacteurs à eau pressurisés, où il faut des arrêts de plusieurs semaines pour décharger le vieux combustible et en mettre du neuf. La puissance du réacteur, elle est gérée par des organes de régulation neutronique. Il s'agit principalement des barres de contrôle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elles sont constituées de matériaux absorbant les neutrons, tels que le bore ou même l'hafnium. On dit que ce sont des matériaux neutrophages, qui bouffent du neutron. Comment ça marche? Eh bien, on les enfonce plus ou moins dans le cœur, ce qui va absorber plus ou moins les neutrons qui vont être produits par fission, et on va donc entretenir la réaction en chaîne. S'il y a trop de fission, d'accord, il y a trop de neutrons, on va insérer un peu plus les barres qui vont absorber ce surplus de neutrons pour maintenir, comme je dis, la réaction en chaîne. Et bien sûr, ça marche à l'inverse. On est donc sur une régulation de la population neutronique. En cas d'urgence, bien sûr, on peut lâcher brutalement toutes les barres pour qu'elles soient complètement insérées dans le réacteur. Le fait qu'elles soient complètement insérées, ils vont bouffer tous les neutrons qui sont produits. Ça va étouffer la réaction en chaîne et arrêter le réacteur. Mais dans un réacteur qui refroidit au gaz, il n'y a pas que les neutrons qui sont régulés. Le débit de CO2 aussi. Si on augmente le débit de CO2, on va donc évacuer plus de chaleur. On va donc refroidir le combustible. Et il y a un lien entre cette température et la capacité à produire des neutrons. La capacité à produire des neutrons, c'est ce qu'on appelle la réactivité. Si ma réactivité augmente, c'est que je produis plus de neutrons que j'en avais avant. Si ma réactivité diminue, c'est que j'en produis moins qu'avant. Et donc, inversement à ce que j'ai dit tout à l'heure, si le débit de CO2 diminue, la température du combustible augmente et donc la réactivité augmente. D'ailleurs, juste pour info, dans les réacteurs à eau pressurisés, les REPS qu'on a dans notre parc actuel, c'est l'inverse. Si la température du combustible augmente, la réactivité diminue. Les réacteurs UNGG disposent donc de ventilateurs géants pour le CO2. Mais aussi, il y aura associé à ces ventilateurs des vannes de régulation robustes, capables de fonctionner dans des conditions de température et d'irradiation très sévères. Et donc la pile, là, tout ce que je viens de dire, le graphite, le cœur, tout ça, ça va être placé dans ce qu'on appelle le caisson de la pile. C'est une structure colossale en béton précontraint. Et à l'intérieur, il va y avoir une enveloppe métallique étanche. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour faire fonctionner tout ça correctement, il faut des systèmes de détection capables de déterminer n'importe quelle anomalie locale. Et ça, très rapidement. Sauf qu'on est dans les années 60. L'instrumentation nucléaire est encore un peu primitive comparée aux standards actuels. Les capteurs sont moins nombreux et les systèmes informatiques sont inexistants. L'analyse repose essentiellement sur l'interprétation humaine des différents paramètres. C'est dans ce contexte technologique qu'intervient l'accident du 17 octobre 1969. Ce jour-là, le réacteur A1 fonctionne à faible puissance. Les opérations en cours ne relèvent pas d'une phase sensible. On n'est pas dans un truc genre démarrage du réacteur, arrêt du réacteur. On est dans une phase routinière, si vous voulez. C'est le moment de recharger le combustible. Et pourtant, c'est pendant ces phases dites normales que le risque humain est le plus élevé. Et oui, sur une opération un peu touchy, t'es concentré, t'es focus. Là, c'est un truc dont t'as l'habitude, donc pas de stress, t'es moins attentif. Et donc, un organe de réglage de débit est introduit par erreur au-dessus d'éléments combustibles. Cette erreur, en apparence mineure, entraîne l'obstruction partielle d'un canal de refroidissement. Le dioxyde de carbone circule moins bien. L'évacuation de la chaleur diminue
et la température locale commence à augmenter. Dans un réacteur nucléaire, la température du combustible est un paramètre critique. Au-delà d'un certain seuil, la gaine qui entoure le combustible peut donc perdre son intégrité. Dans le cas de Saint-Laurent A1, la montée en température n'est pas immédiatement détectée. Les signaux disponibles ne permettent pas aux opérateurs de savoir exactement ce qui est en train de se passer. Et donc, ils n'identifient pas clairement la nature du problème. Il est donc déjà trop tard pour éviter l'endommagement du combustible. C'est même la détection de radioactivité dans le caisson qui va faire arrêter le réacteur. 5 éléments combustibles subissent une fusion partielle. Il est fondamental de mettre en perspective d'où vient cette fusion. Ça ne vient ni d'une explosion, ni d'un emballement de la réaction en chaîne. Elle a même été parfaitement maîtrisée. Et l'arrêt du réacteur a été effectué selon les procédures. Ça vient juste du fait que la chaleur n'a pas pu être évacuée comme il fallait à certains endroits du combustible. Les fissions ont produit de l'énergie et donc de la chaleur, et à certains endroits localement, on a atteint le point de fusion, ce qui entraîne des déformations et un endommagement irréversible du combustible. Mais le confinement du réacteur fonctionne comme prévu, empêchant toute dispersion massive de produits radioactifs dans l'environnement. Les conséquences techniques de l'accident sont néanmoins lourdes. Ah, vous doutez bien, je viens de le dire, le cœur du réacteur est endommagé. Et les opérations de récupération du combustible fondu sont très complexes. Elles vont nécessiter même plus d'1 an de travaux, dans des conditions radiologiques maîtrisées mais contraignantes. Sur le plan radiologique, les rejets sont faibles et restent largement en deçà des limites réglementaires. Aucune augmentation significative de l'exposition des populations environnantes n'a été observée. Ces éléments vont même être confirmés par les analyses ultérieures. Analyses qui vont être menées évidemment par des organismes de sûreté. L'accident du 17 octobre 1969 ne peut pas être vu que comme une simple erreur de manipulation ponctuelle. Il s'inscrit dans un ensemble plus large de contraintes techniques, organisationnelles et humaines propre à la filière UNGG et plus largement au contexte industriel du nucléaire des années 60. À cette époque, l'exploitation des réacteurs nucléaires repose très largement sur l'expérience humaine. Les outils d'aide à la décision sont rudimentaires. Les automatismes sont limités et la philosophie de sûreté diffère sensiblement de celle qu'on a aujourd'hui. L'opérateur n'est pas encore perçu comme un maillon faillible, mais comme un acteur central qui doit maîtriser l'ensemble du processus. On ne protège pas encore par des systèmes redondants. L'analyse a posteriori de cet accident montre qu'il y avait déjà eu pas mal de signaux faibles avant même la fusion du combustible, mais qui n'ont pas été interprétés correctement. Ce que je viens de vous dire renforce l'idée que l'accident de 1969 n'est pas le symptôme d'une défaillance unique ou même exceptionnelle, mais le résultat d'une combinaison de facteurs structurels. Cette prise de conscience fera partie des éléments qui vont permettre à la France de se diriger vers un autre type de réacteur que les réacteurs UNGG. Mais les enseignements de cet accident ne se limitent pas à des modifications techniques. Il participe à une évolution plus profonde de ce qu'est la sûreté nucléaire en France. Progressivement, l'idée s'impose que pour qu'un système soit sûr, il ne doit pas reposer uniquement sur l'opérateur, mais évidemment intégrer des marges de sécurité, mais aussi des automatismes et des barrières multiples. Tout ça doit être capable de compenser l'erreur humaine en fait. Et là vous vous dites certainement, ça y est, la vidéo elle va se terminer, fin de l'accident. Eh ben non, parce qu'en fait, il n'y en a pas eu qu'un seul d'accident à Saint-Laurent-des-Eaux. Il y en a même eu 2. Et le deuxième, il se déroule en 1980, plus exactement le 13 mars 1980. Il aura lieu sur le réacteur A2. 11 ans se sont écoulés depuis le premier accident. Et le nucléaire français a déjà commencé sa transition vers les réacteurs à eau pressurisée. Les enseignements tirés de l'événement de 1969 ont conduit, on l'a vu juste avant, à une amélioration des procédures, de l'instrumentation et de la formation des opérateurs. Et pourtant, malgré ces progrès, on a encore eu une fusion partielle du combustible du réacteur. Cette fois-ci, la cause n'est pas une erreur humaine directe, mais un phénomène insidieux, beaucoup plus difficile à détecter, la corrosion progressive de composants internes. Le réacteur A2, lui, il fonctionne normalement au moment de l'accident. Aucun événement particulier n'est en cours. Les paramètres de puissance, température et pression sont tous dans des plages nominales. Cependant, au sein du circuit de refroidissement par dioxyde de carbone, une plaque subit depuis plusieurs années un phénomène de corrosion lente. Ce type de dégradation est connu dans l'industrie, mais il est difficile à anticiper précisément, surtout dans un environnement soumis à ces contraintes thermiques, mécaniques et radiologiques élevées. Et au fil du temps, la corrosion faisant son œuvre, il y a des bouts de métal, des bouts de plaques qui vont s'introduire dans les canaux. Et ces débris, ils peuvent avoir des conséquences importantes. Et ça revient un peu au même que dans le premier accident. Ça va venir boucher partiellement ou totalement un canal de refroidissement, là où traverse le CO2 pour enlever les calories faites par les fissions. En fait, pour être précis, ça réduit drastiquement le débit de CO2. Mais sauf que c'est pas comme si c'était une obstruction brutale. Là, ça se voit pas tout de suite. Contrairement à une obstruction brutale,
facilement détectable, ce phénomène se développe en fait progressivement. La capacité de refroidissement diminue lentement, ce qui entraîne une élévation progressive de la température du combustible. Et le 13 mars 1981, les protections font leur office et vont arrêter le réacteur. La réaction en chaîne est donc stoppée, la puissance chute donc rapidement et le réacteur est arrêté. Cependant, on l'a déjà dit ici, il y a une puissance résiduelle quand on arrête un réacteur. Ça va continuer à chauffer dans le combustible, même s'il n'y a plus de fission. En fait, les produits de fission sont des produits radioactifs qui vont émettre des rayonnements. Ces rayonnements vont donc chauffer le combustible. La chaleur du combustible va donc continuer à augmenter. Sauf que, comme on l'a dit, là, il y a des canaux qui sont obstrués. On peut donc pas évacuer la chaleur, comme en 69. Deux éléments combustibles subissent alors une fusion partielle. Et là aussi, le confinement a bien joué son rôle, il n'y a pas eu de problème de dissémination outre mesure. Les conséquences de l'accident sont gérées comme le disent les procédures. Et comme je l'ai dit, aucun rejet massif ni incontrôlé n'a été observé. Les mesures réalisées dans l'environnement proche de la centrale d'ailleurs ne montrent aucune augmentation de la radioactivité ambiante. Cependant, l'accident de 1980 va susciter une attention particulière. Des études menées ultérieurement par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, mettent en évidence la présence de traces de plutonium dans les sédiments de la Loire. Il y a donc un lien plausible entre cette radioactivité et les accidents qu'il y a eu en 1969 et en 1980. Mais il est crucial d'interpréter ces résultats avec une réelle rigueur scientifique. Bon, déjà, la première chose à savoir, c'est que le plutonium, ça n'existe pas naturellement. C'est un élément artificiel. Donc là, tout de suite, c'est facile de faire le lien. Il y a eu deux fusions de cœur, il y a du plutonium, un lien entre les deux. Et l'activité est vraiment extrêmement faible. On est en millibecquerels par kilogramme. Donc à savoir, rien du tout en fait. Imaginez-vous que ces niveaux d'activité sont tellement faibles qu'ils n'entraînent aucune augmentation mesurable à l'exposition radiologique des personnes qui sont en bord de Loire. Aujourd'hui, on est quasiment 50 ans après et on peut regarder ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un nombre de cancers qui a augmenté autour de cette centrale? Eh ben non. Les doses efficaces estimées pour le public restent très largement inférieures au seuil qu'on a déjà vu dans la vidéo sur la radioprotection, qui amène des effets déterministes, mais aussi les effets stochastiques. L'accident de Saint-Laurent A2 conduit néanmoins à un renforcement des exigences de sûreté nucléaire. Évidemment, le sujet de la corrosion interne va devenir la priorité numéro 1. L'ensemble de l'industrie du nucléaire va se mettre à essayer de trouver une solution à ce problème. Des programmes de surveillance plus poussés sont mis en place. Ces efforts contribuent à améliorer la fiabilité des installations. Ah ouais, parce qu'en fait, les réacteurs UNG, ils s'arrêtent pas du jour au lendemain. On va continuer à les exploiter. Mais en plus, ça va servir pour les futurs réacteurs qu'on va construire. L'analyse des accidents de 69 et de 80 tend à montrer qu'un accident sérieux peut arriver sur le nucléaire sans pour autant avoir des conséquences graves pour la population ou même l'environnement, à condition que les principes fondamentaux de sûreté soient respectés. C'est aussi grâce à ces accidents qu'on a introduit la notion de défense en profondeur. Pour essayer de comprendre ce que c'est la défense en profondeur, allons-y, on va prendre les réacteurs UNGG. On a vu là qu'il y avait plusieurs barrières physiques qui étaient là justement pour empêcher la dissémination des produits radioactifs, la gaine du combustible et le caisson en béton précontraint. Ces barrières d'ailleurs ont même été efficaces pendant les deux accidents de 69 et 80. Et pourtant, l'expérience a montré que ces barrières devaient être complétées par des systèmes de détection plus performants, par des procédures plus drastiques, par de la redondance de matériel, etc., etc., etc. Et tous ces trucs-là, mis en place les uns derrière les autres, c'est ça la défense en profondeur. En fait, toutes ces réflexions, c'est de se dire, l'homme est faillible, on doit donc pouvoir, grâce aux procédures, grâce au matériel, pallier aux erreurs de l'être humain. Non, là, on commence à arriver vers la fin de la vidéo et on va rentrer dans un sujet qui m'importe. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Certaines personnes utilisent et vont encore utiliser les deux accidents de Saint-Laurent-des-Eaux pour montrer qu'il faut sortir du nucléaire. Et pourtant, je trouve que cet argument est malhonnête intellectuellement. Premièrement, déjà, les réacteurs UNGG, ça n'existe plus. Et en plus, ils étaient exploités dans un contexte quand même bien différent. Les choses ont évolué depuis, que ce soit en termes d'organisation, de technique, d'humains et même de procédures. Les réacteurs pressurisés, ceux qu'on utilise aujourd'hui dans notre parc, ont une sûreté nucléaire sans commune mesure avec ceux des années 60-70, avec les réacteurs UNGG. Abandonner le nucléaire au motif qu'il a connu des accidents reviendrait à appliquer un raisonnement qu'on applique à aucune autre industrie. L'histoire de l'aviation, de la chimie ou même de l'énergie fossile est jalonnée d'accidents parfois même bien plus meurtriers, sans que cela ne conduise à leur disparition. La différence majeure réside dans la manière dont le nucléaire traite ses échecs. Chaque accident fait l'objet d'une analyse exhaustive, partagée au niveau international et intégrée dans l'évolution des normes et des pratiques. Cette culture du retour d'expérience est même l'un des piliers de la sûreté nucléaire. Ainsi, loin de justifier un renoncement à l'énergie nucléaire, l'histoire de Saint-Laurent-des-Eaux illustre
précisément pourquoi cette technologie reste aujourd'hui l'une des plus encadrées, mais aussi l'une des plus sûres jamais développées pour la production d'énergie à grande échelle. La science ne promet pas le risque zéro, mais elle offre les outils pour comprendre, maîtriser et réduire les risques. C'est donc par ce constat, et non par le prisme de la peur ou de l'idéologie, que doivent être analysés les accidents du passé. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur les accidents nucléaires qui se sont déroulés à Saint-Laurent-des-Eaux. Évidemment, le sujet étant assez complexe, j'ai, comme à mon habitude, simplifié beaucoup de choses pour rendre ça un peu plus digeste. Je vous mets plein de liens en description si vous voulez approfondir le sujet, mais je reste aussi disponible dans les commentaires si vous avez des questions complémentaires. Je voudrais aussi remercier tous les tipeurs qui m'ont permis aujourd'hui d'acheter du nouveau matériel pour pouvoir faire mes futurs reportages que j'ai prévus sur la chaîne, dont un va arriver le mois prochain. La chaîne commence à se développer, on se rapproche de plus en plus des 15 000 abonnés, c'est un truc de fou pour moi. Donc j'ai des entreprises qui commencent à m'appeler pour faire des reportages chez eux. Donc merci à vous tous les tipeurs. Si vous voulez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à participer au Tipeee. Mais attention, 1 euro, 2 euros par mois déjà c'est énorme. Et j'insiste sur toutes mes vidéos, ne vous mettez pas dans la merde pour moi. Si vous ne pouvez pas, vous ne me donnez rien, il n'y a aucun problème. En tout cas, merci à ceux qui le feront et merci à ceux qui regardent. D'ailleurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et activer la cloche pour rater aucune des prochaines vidéos. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Il faut énormément de graphite pour manger ta bite.